Après un long silence, il déclara d'une voix basse et assurée, « Cette fille est une morte vivante. » Mama Ngozi s'exclama, suffoquée, « Vivante? Quoi? » La beauté tenace n'entrait pas dans une pièce. Elle y surgissait sans prévenir, attirant l'attention comme une brise lente qui captivait tous les regards sur son passage. Les hommes se retournaient, les femmes la fixaient. Elle se déplaçait avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui savait que le monde lui ferait une place. À 26 ans, elle vivait dans un appartement soigné de 2 chambres du côté de l'île de Lagos, là où le vent marin rencontrait la poussière de la ville, et où les secrets prospéraient derrière des vitres teintées. L'endroit sentait la lavande et l'argent, cet argent qui venait facilement et repartait discrètement. Chaque matin, elle se filmait à sa coiffeuse, appliquant du blush sur ses joues et parlant à une caméra silencieuse. « Bonjour, mes beautés », disait-elle avec un sourire parfait. Le look nuptial d'aujourd'hui est un glamour doux. Ses abonnés l'adoraient. Sa mère, à Owerri, l'adorait encore plus. Pour Mama Ngozi, sa fille unique était une maquilleuse travaillante dans la grande ville. Mais quand la lumière de la caméra s'éteignait, le vrai travail commençait. Adana avait maîtrisé l'art de paraître occupée. Dans un monde qui vénérait l'image, elle construisait la sienne avec précision. Son téléphone était son bureau, sa beauté, sa marque. Les hommes venaient de différentes nuances de richesse, hommes d'affaires, politiciens, investisseurs étrangers. Elle ne les poursuivait pas. Elle les choisissait un à un, comme des accessoires pour un style de vie qu'elle refusait d'abandonner. Certaines nuits, elle s'asseyait près de sa fenêtre, regardant les lumières de Lagos, sa robe de soie drapée lâchement sur sa peau. Depuis la rue en bas montait le bourdonnement lointain de l'afrobeat, des rires et des klaxons de voitures. Mais dans son cœur, c'était souvent silencieux, trop silencieux. Parfois, elle se rappelait la voix de Mama, qui s'élevait à l'aube, l'appelant pour les prières matinales. « Travaille pour tes bénédictions, Amara », disait Mama. Les choses rapides ne durent pas. Mais Mama ne savait pas à quel point le monde était devenu froid et cruel. Le travail acharné était lent. La beauté était plus rapide. Alors, Amara choisit la facilité. Elle choisit le confort. Elle choisit la vie enveloppée de luxe et de solitude. Son téléphone vibra. Un message d'un de ses habitués, Monsieur Chukwuma. « Dîner demain. Même endroit. Tu me manques déjà. » Elle lut le message 2 fois et sourit légèrement, non pas par affection, mais par calcul. Monsieur Chukwuma payait en dollars. Les dollars signifiaient la stabilité. « Vie douce », murmura-t-elle avec un sourire en coin, en vaporisant son parfum. « Et personne n'a besoin de savoir comment je le gagne. » Puis, un vendredi soir, elle alla en boîte, comme à son habitude. Les lumières du club scintillaient comme des lucioles prisonnières, peignant la peau d'Amara en teintes rouges et dorées. La basse résonnait à travers le sol, et l'air sentait le parfum, la sueur et l'alcool coûteux. C'était son genre de soirée, une foule sans visage, de la musique forte, pas de questions posées. Elle venait seule, comme toujours. Elle n'aimait pas la compagnie. Les amis parlaient, les amis fouinaient, et Amara aimait que ses secrets restent intacts. Elle commanda un verre de Hennessy, sirota lentement, les yeux mi-clos, se balançant légèrement au rythme. C'est alors qu'elle le vit, grand, sombre, impeccablement soigné, sa confiance discrète mais magnétique. Il n'était pas comme les habituels frimeurs qui jetaient de l'argent pour attirer l'attention. Celui-ci n'en avait pas besoin. La foule semblait s'écarter autour de lui naturellement, comme si même la lumière voulait qu'il soit visible. Leurs regards se croisèrent une fois et restèrent fixés plus longtemps que la politesse ne le permettait. Il sourit, ce genre de sourire lent qui portait à la fois malice et invitation. Sans un mot, il s'approcha. « Ça vous dérange si je me joins à vous ?» Sa voix était basse, chaude, de celle qui s'insinue dans vos pensées sans permission. Elle hocha la tête, feignant l'indifférence, mais son pouce était déjà accéléré. Il se présenta comme Chidi Okeke, un homme d'affaires entre Lagos et Miami, peu importe ce que cela signifiait. Sa montre-bracelet aurait pu payer son loyer pour 1 an, et son parfum, profond, masculin, coûteux, emplissait l'air autour d'elle comme un sortilège. Ils dansèrent. Ce n'était ni précipité ni sauvage, juste assez lent pour rendre chaque mouvement délibéré. Ses mains reposaient sur sa taille. Son souffle effleurait son oreille. Pour la première fois depuis longtemps,
Elle se sentit choisie, et non pas celle qui choisit. Quand le digi passa à un rythme plus doux, Chidi se pencha vers elle. « Vous ne semblez pas à votre place ici, dit-il. Elle rit légèrement. « C'est drôle, je pensais la même chose de vous. » À 2 heures du matin, ils étaient dehors. La ville s'était un peu calmée, le vent nocturne portant les rires lointains des taxis qui passaient. Il ouvrit la portière d'une voiture noire élégante, aux sièges en cuir et aux vitres teintées, le genre de véhicule qui annonçait le pouvoir sans un mot. Elle hésita un instant, puis s'installa à côté de lui. Pour Adana, c'était la routine. Une autre nuit, un autre homme, un autre secret. Ils partirent, mais au lieu de se diriger vers un hôtel, Chidi l'emmena directement dans sa maison. Sa demeure était tout ce qu'Amara imaginait d'une maison de riche. Murs de verre, sol de marbre, et un silence qui semblait coûteux. Dès qu'ils entrèrent, elle sut qu'il n'était pas du genre à feindre la richesse. Tout en lui, de sa voix à la manière dont il lui servit du vin, parlait d'un homme à qui on n'avait jamais dit non. Ils parlèrent, rirent, s'embrassèrent, et bientôt dérivèrent vers sa chambre, une pièce trop grande, trop parfaite, presque comme une suite d'hôtels. Quand ce fut fini, Chidi la serra contre lui, sa poitrine montant et descendant contre son dos. Elle s'endormit à ce rythme, calme, régulier, en sécurité. Mais passé minuit, quelque chose changea. Une odeur épaisse et lourde emplit la pièce, métallique, étrange, presque comme de la rouille et du parfum brûlé. Amara fronça les sourcils dans son sommeil, se tourna et cligna des yeux dans l'obscurité. L'air semblait faux, trop immobile. Elle tendit la main pour le pousser doucement. « Chidi » murmura-t-elle. Pas de réponse. Elle le poussa encore, plus fort cette fois. Et toujours rien. Sa main effleura sa poitrine et se figea. Sa peau était froide. Pas fraîche, pas endormie, froide comme de la glace. Son souffle se bloqua. Chidi, appelait-elle plus fort, se redressant, le secouant, pressant sa paume contre son épaule. Son visage semblait paisible. Trop paisible. Mais ses lèvres avaient légèrement bleui. La panique lui serra la gorge. Elle le secoua encore, frappa son bras, cria son nom. Rien. Son corps était lourd, sans vie, immobile. Le cœur d'Amara battait si vite qu'elle crut s'évanouir. Elle trébucha hors du lit, tremblante. Pendant un instant, elle resta là, à le fixer, incrédule. L'homme qui l'avait embrassée quelques heures plus tôt gisait maintenant comme une pierre. L'odeur devint plus forte. Elle couvrit son nez et courut hors de la pièce, pieds nus, les jambes faibles. En bas, la maison était silencieuse. Pas de garde, pas de personnel, juste le bourdonnement étrange de la climatisation et sa propre respiration haletante. Puis elle trouva une petite pièce, peut-être une chambre d'amis, et s'y glissa, verrouillant la porte derrière elle. Son esprit s'emballa. Devait-elle fuir, appeler quelqu'un? Mais qui la croirait? Alors, elle se recroquevilla sur le lit étrange, tremblante, son cœur répétant encore et encore le même mot, mort. Mort. Mort, ses genoux ramenés contre sa poitrine, ses yeux fixés sur la porte comme si elle pouvait respirer. L'air dans la maison était toujours lourd, portant cette légère odeur métallique qu'elle ne pouvait oublier. Chaque craquement la faisait sursauter. Chaque silence hurlait plus fort que le son. Elle n'osait pas remonter à l'étage. Elle voyait encore son corps sans vie dans son esprit, ses lèvres pâles, sa poitrine froide, son silence. Elle n'avait jamais vu la mort d'aussi près. Mais vers 5h30 du matin, un léger coup résonna à la porte. Une fois, 2 fois, elle se figea. Le son revint, plus clair cette fois. Toc. Toc. Sa gorge se serra. Lentement, elle se leva, chaque muscle tremblant. Elle atteignit la poignée, et avec un souffle tremblant, ouvrit la porte. Et il était là, Chidi, vivant, debout devant elle, vêtu d'un t-shirt blanc et d'un pantalon de survêtement, tenant un plateau de petit déjeuner. De la vapeur s'élevait de la tasse de thé. « Bonjour, beauté », dit-il nonchalamment, un sourire facile. La bouche d'Amara s'assécha. « Toi », sa voix se brisa. « Chidi. Hier soir, j'ai essayé de te réveiller. Tu ne respirais pas. Tu étais glacée. » Il rit doucement, la frôlant pour entrer dans la pièce. « Tu t'inquiètes trop, ma chère. Je dors profondément, c'est tout. Parfois, je m'éteins complètement.
Rien à craindre. Elle le fixa, la confusion et la peur se mêlant en elle. Non, Chidi, tu étais mort. Il se tourna vers elle, son sourire intact, mais quelque chose dans ses yeux vacilla, bref, indéchiffrable. Puis il dit doucement, je t'ai dit, mon amour, je vais bien. Il posa le plateau sur la table. Des œufs, du pain grillé, du café, tout parfaitement chaud. L'odeur emplit la pièce, chassant l'effroi de la nuit. Elle ne mangea pas beaucoup, ses mains encore tremblantes, mais il maintint la conversation légère. Affaires, musique, voyage. Rien sur les heures avant l'aube. Quand ils eurent fini, il lui tendit une enveloppe scellée. Pour ton temps, dit-il. Elle jeta un coup d'œil à l'intérieur, des liasses de billets neufs. Trop, bien trop. Elle le remercia et se prépara à rentrer chez elle. Chidi proposa de la raccompagner. Le trajet fut silencieux. Il ne la regarda pas une seule fois, même quand elle tenta de le remercier à nouveau. Ses yeux restèrent fixés sur la route, la mâchoire serrée, le visage indéchiffrable. Quand il s'arrêta devant sa grille, il parla enfin. « Prends soin de toi, Amara. » Et avant qu'elle ne puisse répondre, il démarra, la laissant regarder sa voiture s'éloigner, secouée, riche, et hantée par un homme qui était mort dans ses bras et revenu avec un petit déjeuner à l'aube. Quand Amara entra dans son appartement, la première chose qu'elle fit fut de verrouiller la porte derrière elle et de s'effondrer sur son lit. La lumière du matin filtrait à travers ses rideaux, douce et dorée, mais elle ne pouvait effacer le malaise qui collait à sa peau. Elle ne pouvait oublier la froideur de son corps, ni la désinvolture avec laquelle il avait balayé l'incident des heures plus tard, lui servant le petit déjeuner comme si de rien n'était. Elle prit son téléphone et composa son numéro. Ça sonna une fois, puis s'arrêta. Elle essaya encore. Cette fois, l'appel ne se connecta même pas. Elle réessaya, mais en vain. Elle fronça les sourcils, se redressa et fixa l'écran. Bloqué, murmura-t-elle. Pendant une seconde, la confusion persista. Puis elle rit doucement et jeta le téléphone de côté. Les hommes faisaient ça parfois. Ils donnaient, profitaient, puis disparaissaient. Ce n'était pas nouveau. D'ailleurs, il lui avait donné assez pour oublier cette étrange nuit, une épaisse enveloppe remplie d'argent, plus qu'elle n'avait gagné en plusieurs mois. Le poids de cette enveloppe reposait sur sa commode comme un réconfort. Quelle que soit la raison de Chidi pour la couper ainsi, elle n'avait pas l'intention de le poursuivre pour des explications. Elle se leva, se doucha et enfila une de ses robes de soie. Quand elle sortit, sa peur avait déjà commencé à s'estomper. L'argent a une façon d'apaiser le cœur, et le sien en était maintenant rempli. Gros dormeur, hein, murmura-t-elle à elle-même avec un sourire en coin. Dors bien, monsieur Chidi. Quoi qu'il se soit passé cette nuit-là, c'était fini, du moins le pensait-elle. Amara reprit sa vie. 2 jours passèrent, et elle retrouva son rythme habituel. Vidéos de maquillage le matin, robes élégantes la nuit, hommes coûteux et promesses silencieuses. Elle enterra chaque souvenir étrange de Chidi sous l'éclat du luxe. Quoi qu'il se soit passé cette nuit-là, elle se convainquit que c'était terminé. Mais bientôt, quelque chose changea. Son tout premier client après la rencontre avec monsieur Chidi, un homme calme et nerveux d'Abuja, quitta son appartement en pleine nuit, marmonnant quelque chose à propos d'une odeur étrange. Elle rit, pensant qu'il était juste dramatique. Mais quelques jours plus tard, le deuxième homme dit la même chose. Puis le troisième. Adana, tu dois vérifier quelque chose, dit l'un d'eux, le visage pâle. C'est comme si quelque chose de mort te suivait. Elle ne sentait rien. Elle avait reniflé ses draps, son corps, même ses parfums. Rien. Pourtant, un par un, ses clients commencèrent à l'éviter. Les appels cessèrent. Les numéros devinrent injoignables. Au début, elle pensa à des commérages. Peut-être quelqu'un essayait de ruiner son nom. Mais au fond, elle commença à remarquer d'autres choses. L'air autour d'elle semblait plus lourd, ses rêves plus sombres. Certaines nuits, elle se réveillait trempée de sueur, entendant des murmures faibles qu'elle ne pouvait expliquer. Puis, un après-midi, alors qu'elle marchait vers une boutique sur une avenue animée de Lagos, cela arriva. Une douleur aiguë lui saisit l'estomac. Elle haleta, agrippant son ventre, essayant de se stabiliser. Mais avant qu'elle ne puisse faire un autre pas, elle sentit quelque chose de humide couler le long de ses cuisses. Chaud,
épais, incontrôlable. Quand elle baissa les yeux, son cœur se figea. Un caillot de sang sombre et lourd était tombé sur le sol sous sa robe. Les gens autour crièrent. Sa vision se brouilla, et le monde vacilla. Elle s'effondra sur le trottoir. Quand elle se réveilla à l'hôpital, la pièce sentait légèrement l'antiseptique et la peur. Une infirmière se tenait à ses côtés, murmurant à un autre médecin. Ils semblaient tous deux perplexes. « Mademoiselle Adana, » dit doucement le médecin, « nous avons effectué tous les tests, mais il n'y a rien d'anormal chez vous médicalement. Physiquement, vous allez bien. Pourtant, le saignement ne s'arrête pas. » Les lèvres d'Amara tremblèrent. « Que voulez-vous dire, rien d'anormal ?» murmura-t-elle, mais le médecin ne pouvait pas expliquer la cause ni la solution. Ils la gardèrent pour la nuit, effectuant d'autres tests, murmurant dans les coins et griffonnant sur leurs bloc-notes comme s'ils cherchaient des réponses qui n'existaient pas. Toutes les quelques heures, une infirmière venait, essuyait les draps, changeait sa protection, et lui disait la même chose. « Vous êtes stable maintenant, mademoiselle Ada. Reposez-vous. » Mais Amara le sentait. Ce sang n'était pas normal. Ce n'était pas juste son corps qui lâchait. C'était quelque chose en elle qui refusait de s'arrêter. Le matin, le flux avait légèrement diminué, et les médecins, à court d'explications, décidèrent de la laisser sortir. Ils lui remirent un sac en papier blanc rempli de médicaments aux noms imprononçables et un avertissement doux. « Prenez ceci pendant 1 semaine, » dit l'un d'eux. « Ça devrait équilibrer votre système. Mais si le saignement recommence, revenez immédiatement. » Elle hocha faiblement la tête, serrant le sac, son esprit embrouillé. À l'extérieur de l'hôpital, la gosse semblait étrange. Le soleil trop brillant, l'air trop chaud, le bruit trop agressif. Elle appela un taxi et s'assit silencieusement à l'arrière, son reflet dans la vitre pâle et aux yeux creux. Pour la première fois, sa beauté semblait fragile, s'effaçant sous le poids de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. En rentrant chez elle, elle se doucha lentement, frottant sa peau comme si elle pouvait laver ce qui s'accrochait à elle. L'eau coula rose au début, puis claire. Quand elle sortit, elle se tint devant son miroir et fixa son reflet. Son visage semblait le même, lisse, parfait. Mais ses yeux étaient différents. Il y avait une peur maintenant, profonde et agitée. Elle ouvrit le sac de médicaments, posa les pilules dans sa paume et les avala une à une. Puis elle s'allongea sur le lit et tenta de dormir. Mais alors qu'elle s'endormait, une odeur familière emplit l'air à nouveau, métallique, comme cette nuit dans la chambre de Chidi. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. « Non » murmura-t-elle, se redressant, le cœur battant. « Pas encore. » Et puis elle l'entendit, une voix masculine douce, calme et proche, murmurant son nom depuis le coin de la pièce. « Adana. » L'air devint froid. Après 3 jours, Adana ne pouvait plus le supporter. Les murmures, l'odeur, le saignement qui refusait de s'arrêter. Ses nuits étaient devenues hantées. Ses jours, vides. Rien, ni les médecins, ni les pilules, ni les parfums, ne pouvaient chasser l'ombre froide qui la suivait. La 4e nuit, elle prit une décision. Elle prépara un petit sac, appela un chauffeur et lui dit de l'emmener directement à Owerri, où vivait sa mère. Elle n'était pas rentrée chez elle depuis des années. Le voyage sembla interminable. Chaque bosse sur la route envoyait une douleur dans son estomac, mais elle ne se plaignit pas. Elle fixait la fenêtre, son esprit repassant chaque mensonge qu'elle avait dit à sa mère, chaque travail de mariée, chaque fausse vidéo, chaque sourire bâti sur la honte. Après 2 heures, le taxi s'arrêta devant le terrain de sa mère, juste au moment où le soleil commençait à disparaître derrière les arbres. La poussière rouge s'élevait autour des pneus alors que le chauffeur aidait Adana à sortir. Ses jambes étaient faibles, ses paumes moites. Elle n'avait pas prévenu Mama de son arrivée. Elle voulait juste voir son visage, se sentir à nouveau en sécurité, croire que la maison pouvait encore la guérir. Mais dès que le taxi s'éloigna, une crampe aiguë lui déchira l'estomac. Une chaleur suivit, coulant le long de ses jambes. Elle baissa les yeux et se figea. Un autre caillot de sang épais glissa, tombant sur le sol entre ses pieds. Pendant 1 seconde, elle ne put respirer. Puis elle entendit la voix de sa mère. « Adana. »« Jésus. Adana. » Mama Ngozi lâcha le balai qu'elle tenait et courut vers elle. Son pagne se détacha alors qu'elle rattrapait sa fille avant qu'elle ne tombe. Le sang était partout,
sombre et lourd, trempant la robe d'Amara. « Mon enfant, qu'est-ce que c'est » cria Mama, la voix brisée. « Que t'est-il arrivé » Amara essaya de parler, mais ne fit que sangloter. Mama la traîna à moitié, la porta à moitié à l'intérieur, l'allongea sur un lit étroit et attrapa une serviette. Mais avant qu'elle ne puisse l'appliquer, une odeur commença à remplir la pièce. Épaisse, métallique, suffocante. Ce n'était pas l'odeur du sang. C'était plus profond, comme quelque chose de brûlé, quelque chose de mort. La même odeur qui suivait Amara depuis cette nuit. Mama s'arrêta, les mains tremblantes. « Adana » murmura-t-elle. « Ce n'est pas normal. Parle-moi. Que as-tu fait » Mais elle restait allongée, tremblante sur le lit, le corps faible, les yeux brillants de larmes. L'odeur épaisse emplissait la petite pièce comme une chose vivante, amère, métallique, étouffante. Mama Ngozi s'assit à ses côtés, pressant une serviette humide sur le front de sa fille, son cœur battant fort contre ses côtes. Elle n'avait jamais vu Amara si pâle, si brisée. « Mama » la voix d'Amara sortit, presque un murmure. « Mama, je dois te dire quelque chose. » Mama Ngozi baissa les yeux sur elle, ses mains toujours tremblantes. « Dis-moi, mon enfant, qu'est-ce que c'est ? Qui t'a fait ça ?» Amara ferma les yeux, son visage tordu de douleur. « Je t'ai menti, Mama » commença-t-elle, ses mots tombant comme des pierres. « Tout ce que je t'ai dit sur mon travail, sur le maquillage, les mariés, les affaires, tout est faux. » Mama Ngozi se figea. « Que dis-tu » La voix d'Amara se brisa alors que des larmes coulaient sur ses joues. « Je ne travaillais pas, Mama. Je couchais avec des hommes pour de l'argent. Ça a commencé petit, puis je n'ai pas pu arrêter. Ils me donnaient tout ce que je voulais. Voiture, vêtements, argent. Je pensais que je vivais intelligemment. Je ne savais pas que je me vendais petit à petit. » Mama Ngozi couvrit sa bouche avec ses deux mains, secouant lentement la tête. « Jésus. Adana. Non. Je ne voulais pas te décevoir, Mama. Tu as tant souffert pour moi. Je voulais juste une vie plus facile. » Les larmes de la vieille femme commencèrent à couler librement. « Alors toutes ces vidéos, tous ces mensonges que j'ai racontés aux gens sur ton entreprise de maquillage. » Sa voix se brisa. « Tu m'as fait passer pour une idiote, Amara. Tu m'as fait vanter un péché. » Amara attrapa la main de sa mère, pleurant. « Mama, s'il te plaît, pardonne-moi. Mais quelque chose s'est passé. Quelque chose que je ne comprends pas. » Puis elle lui raconta tout, sa rencontre avec Chidi au club, son charme et son élégance, comment il l'avait emmenée chez lui, comment elle s'était réveillée la nuit pour le trouver froid et mort, et comment, au matin, il était vivant à nouveau. Elle parla de l'odeur, du saignement, de la peur qui la suivait depuis cette nuit. Quand elle eut fini, Mama Ngozi resta complètement immobile, regardant sa fille comme si le monde s'était tu. Ses lèvres bougèrent lentement, murmurant « Mon Dieu, mon enfant. Que Dieu ait pitié. » Amara sanglota plus fort, s'accrochant au pagne de sa mère. « Aide-moi, Mama. S'il te plaît, je ne veux pas mourir comme ça. » Mama Ngozi essuya ses larmes et se leva, tremblante. « Tu ne mourras pas, mon enfant. Pas sous ma garde. » Elle attrapa son foulard et le noua fermement autour de sa tête, les yeux pleins de détermination. « Il y a un homme dans ce village, » dit-elle doucement. « Un puissant guérisseur traditionnel. On dit qu'il parle aux esprits et guérit ce que les médecins ne peuvent toucher. À l'aube, nous irons le voir. » Amara leva les yeux, terrifiée, mais pleine d'espoir. Mama Ngozi caressa doucement ses cheveux et murmura. « Quoi qu'il t'ait suivi depuis cette ville, ça doit finir là où ça a commencé, dans la terre elle-même. » Elle apporta ensuite de la nourriture pour qu'elle mange, mais Adana vomit. Elle essaya de boire de l'eau, mais rien ne restait dans son estomac. Elle rejetait tout ce qu'elle tentait de manger ou de boire. Sa mère pleura et pria pour elle avant qu'elle ne s'endorme. Le lendemain matin arriva lentement, lourd et gris. Amara pouvait à peine tenir debout. Mama Ngozi la porta à moitié dans l'arrière d'un vieux taxi qui les emmena à travers les routes poussiéreuses rouges et étroites. Personne ne parlait. Le chauffeur jetait des regards dans le rétroviseur, mais un seul coup d'œil au visage pâle et aux mains tremblantes d'Amara le fit se reconcentrer sur la route en silence. Quand ils atteignirent la lisière du village, l'air changea.
Il sentait les herbes, la fumée, et quelque chose d'ancien, quelque chose qui appartenait à la terre. Le sanctuaire du guérisseur traditionnel se dressait dans une clairière derrière de grands palmiers. Des kauris pendaient à l'entrée, et le sol était marqué de craie blanche. Mama Ngozi serra sa fille contre elle alors qu'elles entraient. Le vieil homme était assis en tailleur devant un pot de feuilles fumantes, ses yeux perçants et savants. Il ne demanda pas qui elles étaient. Dès que son regard croisa celui d'Amara, son expression s'assombrit. Il secoua lentement la tête. « Ah » murmura-t-il. « Pourquoi l'amener maintenant ? Vous auriez dû venir la nuit où elle a saigné pour la première fois. » Les yeux de Mama Ngozi se remplirent de larmes. « S'il vous plaît, Baba, aidez mon enfant. Elle saigne depuis des semaines. Les médecins disent qu'il n'y a rien d'anormal. » Le vieil homme se leva, ses pieds nus couverts de craie. Il tourna autour d'Adana, son regard ne quittant jamais son visage. Elle sentit sa présence ramper sous sa peau, lourde et froide. Après un long silence, il déclara d'une voix basse et assurée, « Cette fille est une morte vivante. » Mama Ngozi s'exclama, suffoquée, « Vivante ? Quoi ?» L'homme se tourna lentement vers elle. Elle a couché avec un esprit, un homme mort. Son corps repose dans la terre, mais son ombre marche la nuit pour se nourrir. Quand il l'a touchée, il a planté de petites choses dans son sang. Des choses qui mangent de l'intérieur, discrètement, comme des vers d'obscurité. C'est pourquoi elle saigne. Ils se nourrissent. Les lèvres d'Amara s'entr'ouvrirent, tremblantes. Ils se nourrissent de quoi ? De ton sang, dit-il fermement. Ton âme est déjà partie. Ce qui reste est une chair que ces choses continuent de manger. Quand ton sang sera fini, ta chair suivra. Mama Ngozi cria et tomba à genoux. Non, Baba, s'il vous plaît, sauvez-la. C'est ma seule enfant. L'homme la regarda, les yeux tristes. Il n'aime pas la nourriture. C'est pourquoi elle vomit. Ils se nourrissent uniquement de sang. Le sien. Vous voyez comme ses yeux s'enfoncent, comme sa peau pâlit. L'homme mort a laissé une partie de lui dans son ventre. Il la possède maintenant. Amara secoua la tête, incrédule, des larmes coulant sur son visage. Non, c'est impossible. Je ne savais pas. Le vieil homme souleva une calebasse remplie d'eau sombre, fixant son contenu jusqu'à ce que sa voix devienne plus profonde, presque résonnante. L'homme mort vient encore à son lit la nuit. Tu le sens, n'est-ce pas ? Cette odeur qui te suit. Parfum brûlé, peau froide. Il se nourrit, et il ne s'arrêtera pas tant que tu ne l'auras pas rejoint. Mama Ngozi couvrit sa bouche, sanglotant. Que faisons-nous ? Le guérisseur resta silencieux un long moment, ses yeux fixés sur Amara comme s'il pouvait voir à travers sa peau. Puis il secoua lentement la tête. Celle-ci ne peut être sauvée, dit-il doucement. Son corps marche encore, mais son esprit est déjà parti. Mama Ngozi pressa ses paumes l'une contre l'autre. S'il vous plaît, Baba, vous pouvez faire quelque chose. N'importe quoi. Il la regarda avec une pitié fatiguée. Aucun charme ne peut ramener ce que la tombe a réclamé. L'homme avec qui elle a couché n'était pas parmi les vivants. Il est sorti de son tombeau pour finir ce que la faim avait commencé. Quand il l'a touchée, il a laissé une partie de sa mort en elle. Ça se nourrit maintenant, se nourrit de son sang. C'est pourquoi aucun médicament ne peut la guérir. Les lèvres d'Adana tremblèrent. Baba, je ne savais pas. Je le jure, je ne savais pas qu'il était mort. L'homme se tourna vers elle. Il a caché sa décomposition avec du pouvoir. Tu l'as senti, n'est-ce pas ? Cette odeur qui te suit partout. C'est le souffle des choses qu'il a plantées en toi. Elles sont petites comme de la poussière, invisibles, mais elles te mangent jour et nuit. Quand elles auront fini le sang, elles mangeront la chair. Mama Ngozi commença à sangloter, ses mains agrippant son pagne. Alors, elle va mourir. Le vieil homme hocha la tête une fois. Son âme est déjà partie. Ce que vous voyez est une calebasse vide qui bouge encore parce que le vent ne s'est pas arrêté. Elle ne désire pas de nourriture parce qu'il la rejette. Ils se nourrissent uniquement de la vie dans ses veines. Il versa un peu de vin de palme sur le sol, murmurant une prière. La fumée de son pot devint sombre et lourde, emplissant la petite hutte d'une odeur amère. Si vous restez avec elle,
Continuez de prier, dit-il doucement. Quand l'alimentation sera terminée, elle reposera immobile. Rien d'humain ne peut l'arrêter. Adana commença à pleurer, s'accrochant au bras de sa mère. Mama, je ne veux pas mourir. Mama Ngozi pressa son front contre la main de sa fille, murmurant une prière qui tremblait à travers tout son corps. Si ta vie doit partir, que ton âme trouve la paix. Que la terre te montre de la miséricorde. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te sauver, mon enfant. Mais Mama Ngozi refusa d'abandonner. Elle l'avait emmenée chez le guérisseur traditionnel, et maintenant elle s'accrochait à la foi comme dernier espoir. Dieu est plus grand que n'importe quel esprit, dit-elle un matin, aidant sa fille à s'habiller. Nous irons à l'église aujourd'hui. Voyons si la prière peut faire ce que les herbes n'ont pas pu. Amara n'argumenta pas. Elle n'avait plus la force de le faire. Son corps semblait vide, ses pas lents et lourds. Quand elles entrèrent dans la petite église du village, l'assemblée se tourna pour les regarder. Amara ne ressemblait plus à la fille lumineuse et confiante qu'elle était autrefois. Elle se déplaçait comme une ombre d'elle-même, silencieuse, fragile et s'effaçant. Le pasteur était un homme grand au visage calme et à la voix porteuse de puissance. Il commença à prier pour elle, ses mains tremblant légèrement alors qu'il oignait son front d'huile. « Esprit d'affliction, je t'ordonne de la libérer », cria-t-il, sa voix résonnant dans la petite église. Mais au moment où sa main toucha son front, Amara laissa échapper un petit cri. L'odeur revint, épaisse et étouffante, ce même parfum brûlé qui la hantait depuis la nuit avec Chidi. Les gens commencèrent à se couvrir le nez, murmurant. Le pasteur recula, les yeux écarquillés de choc. Il la fixa un long moment, puis baissa la voix. « Son cas n'est pas pour l'homme, dit-il doucement. Le pouvoir qui a pris son âme n'est pas de ce monde. Il se nourrit de son sang. Même maintenant, il se nourrit. » Mama Ngozi tomba à genoux, sanglotant sans contrôle. « Mais c'est ma seule enfant. Vous devez faire quelque chose. » Le pasteur secoua tristement la tête. Il n'y a rien à exorciser. L'esprit la possède déjà. Son corps ne fait qu'attendre de suivre là où son âme est partie. L'église devint silencieuse. Amara resta immobile, des larmes glissant sur ses joues. Les cris de sa mère emplissaient la pièce, mais le visage d'Amara n'exprimait aucune colère, seulement de l'épuisement. Quand elles quittèrent l'église, le soleil se couchait, son éclat rouge baignant le chemin poussiéreux devant elle. Mama Ngozi serra sa fille contre elle, priant à voix basse. Amara leva les yeux vers le ciel, sa voix faible mais stable. « Mama, murmura-t-elle. Je n'ai plus peur. Peut-être que c'est ma punition. Et peut-être qu'il est temps. » La prise de Mama se resserra, mais les yeux d'Amara étaient calmes. Les yeux de quelqu'un qui savait déjà que la fin était venue. À partir de ce jour, elle s'enfonça dans les prières tout en attendant sa mort comme le prix de sa vie téméraire. Leçon morale. Les prières d'une mère peuvent protéger son enfant, mais elles ne peuvent vivre ses choix. La beauté tenace d'Amara ouvrit des portes que sa conscience ne pouvait fermer, et chaque mensonge qu'elle raconta construisit un chemin qui la mena à la tombe. Jeune femme, faites attention à qui vous donnez votre corps. Chaque main qui vous touche n'est pas vivante en esprit. Certaines portent la mort déguisée en désir. Ne laissez pas l'avidité vous aveugler face à la gratitude. Le monde peut offrir des récompenses rapides, mais tout ce qui est emprunté à l'obscurité doit un jour être repayé avec des intérêts trop lourds pour le cœur à porter. En fin de compte, les larmes de sa mère ne pouvaient laver ce que la désobéissance avait invité. Il ne suffit pas de paraître vivant. La véritable mort commence le jour où nous commençons à nourrir notre corps tout en affamant notre âme. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner.